Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont proclamé l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu pour mieux faire face au nouveau coronavirus. En Afrique du Sud, les populations devront rester chez elles pendant 3 semaines. Dans ce journal, nous verrons également comment l'Afrique se bat contre cette pandémie. Une grande icône de la musique africaine s'en est allée. Le célèbre saxophoniste camerounais Manu Dibango s'est éteint, emporté par le nouveau coronavirus. Il avait 86 ans. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a proclamé l'état d'urgence dans tout le pays, assorti d'un couvre-feu. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a également imposé un confinement strict de 3 semaines dans son pays, le plus touché par la pandémie de coronavirus sur le continent africain et notamment en Afrique subsaharienne. Ethiopian Airlines a lui décidé de suspendre ses vols vers 30 pays. Pas moins de 1628 cas, dont une cinquantaine de morts, ont été déclarés sur le continent. Déjà effectif en Tunisie, au Rwanda et à Maurice, le confinement a aussi été imposé lundi à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, et dans les 2 principales villes de Madagascar, à savoir la capitale Antananarivo et Toamasina. Au Gabon, l'heure est au confinement. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a décrété un couvre-feu partiel le week-end dernier sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure vise à renforcer le dispositif d'alerte nationale contre le Covid-19. Écoles, universités, marchés et commerces non essentiels sont fermés depuis près de 2 semaines dans les grandes villes du pays comme Libreville. On rappelle que les chiffres officiels liés à la propagation du virus au Gabon font désormais état de 6 cas détestés, ou plutôt 6 cas testés positifs, un décès et des dizaines de personnes mises en quarantaine après des séjours dans des pays impactés. Comment cette mesure de couvre-feu est-elle perçue au sein de l'opinion publique? Écoutons ces réactions recueillies à Libreville par notre correspondant sur place, Ismaël Obianze. Nous devons rester à la maison. Ou on reste à la maison, on contient l'épidémie, ou on circule avec l'épidémie et avec le virus et on met en danger tout le monde. Nous sommes une républiquette démographique. Nous ne sommes pas nombreux. Le coronavirus, je ne le souhaite pas et cela n'arrivera pas si par extraordinaire. Il y a vraiment plusieurs cas ici. Ce serait un problème de santé publique majeur. Moi, je pense que c'est une décision tardive, quand bien même les autorités, elles déjà avaient l'information. Et puis, je pense qu'au niveau de toutes les activités, en ce qui concerne le commerce principalement, ça va un tout petit peu casser l'activité de beaucoup d'entre nous qui avons la débrouillardise dans la main. Mais bon, je pense que pour des raisons de sécurité, il faut le faire. Et puis, nous allons appliquer tout simplement. Il y aura forcément des conséquences parce qu'il y aura moins de gens qui vont sortir. Les commerçants ne vont plus faire leur chiffre d'affaires. Et maintenant, là, qu'est-ce que l'État a prévu maintenant pour venir en aide à ces mères de famille-là? Parce qu'il y a les bailleurs qui sont là, les propriétaires, ils attendent leur argent à la fin du mois. L'Afrique subsaharienne a enregistré plusieurs décès dus au nouveau coronavirus. Bien que la maladie se soit installée tardivement sur le continent, le nombre de cas a triplé en l'espace d'une semaine. Les pays africains ont réagi avec des mesures strictes allant des interdictions de vol aux fermetures d'écoles. Le Rwanda est allé encore plus loin en ordonnant un verrouillage général. Faisons le point avec Blanche Sanou. Une femme politique de haut rang au Burkina Faso a été la première personne en Afrique subsaharienne à mourir du coronavirus. Diabétique de 62 ans, Rosemary Compaoré était la première vice-présidente du Parlement. Bien que l'Afrique connaisse la réaction aux épidémies, les experts ont averti que la médiocrité des services de santé, la pauvreté et les conflits pourraient entraver la réponse au Covid-19. Dans d'autres pays, nous avons vu comment le virus s'accélère rapidement après un certain point de basculement.
Le meilleur conseil pour l'Afrique est donc de se préparer au pire. Sur le terrain un peu partout en Afrique, l'impact du nouveau coronavirus se fait largement sentir. Ça nous empêche franchement d'avancer. Je dis même du côté de l'Italie parce que je me ravitaille aussi là-bas en Europe. Les restrictions de voyage ont perturbé les liaisons aériennes à travers le continent. Quelques aéroports encore opérationnels, comme la principale plaque tournante d'Addis Abeba en Éthiopie, soumettent les voyageurs à des contrôles de température. En ce qui concerne les effets immédiats en Afrique, les routines quotidiennes se sont arrêtées. À Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo, les salles de classe sont fermées. À Nairobi, les agents de santé ont commencé à fumiger les points chauds potentiels afin de ralentir la propagation du virus. Et sur les marchés du Gabon, la vente de pangolais a quasiment chuté après qu'une équipe de chercheurs chinois a annoncé qu'ils soupçonnaient que l'animal avait initialement transmis la maladie Covid-19 aux humains à Wuhan en Chine. Au Sénégal, face à l'évolution du Covid-19, le président Macky Sall a décrété l'état d'urgence et mobilisé les forces de défense et de sécurité pour son application stricte. D'autres mesures ont également été annoncées comme le couvre-feu, la restriction de certaines libertés, la mobilisation de 1000 milliards de francs CFA pour soutenir l'économie, le déblocage de 50 milliards pour une aide alimentaire d'urgence et des mesures fiscales exceptionnelles pour soutenir les entreprises et la presse. Le Sénégal compte à ce jour au moins 79 cas, dont 8 guéris. L'État a mis en place plusieurs mesures la semaine dernière pour lutter contre le virus et continue la sensibilisation. Mais beaucoup, comme les enfants talibés, restent exposés. Suivez ce reportage d'Alison et Alexis Lekego. Le quartier de Kermbaïfal, en périphérie de Dakar, compte une centaine de daras, ces établissements coraniques qui accueillent des enfants talibés. Au Sénégal, si les établissements scolaires sont fermés pour une durée de 3 semaines, ce n'est pas le cas de la plupart des daras. Ces bénévoles ont donc décidé de sensibiliser les enfants au danger du nouveau coronavirus. Le fait déjà de savoir que cette maladie existe et le fait de savoir aussi qu'il faut se protéger de cette maladie, ce serait déjà un bon début. Parce que la plupart d'entre eux n'y croient pas déjà. La plupart n'y croient pas parce qu'ils se disent que c'est juste de la fièvre. En plus, vu qu'ils ne connaissent pas quelqu'un qui est touché par la maladie, ils ne sont pas sensibilisés. Ils se disent que c'est encore des inventions. Se laver les mains autant de fois que possible et ne pas se toucher, voilà les principales recommandations de l'association, qui laissera derrière elle du savon en poudre et de l'eau de javel afin que les enfants puissent se protéger pendant les 2 prochains mois. Toutefois, pour respecter les règles d'hygiène de base, réside un problème de taille dans certains établissements, l'accès à l'eau. Bien qu'on avait acheté des détergents, eau de javel, savon, mais le problème est qu'on avait des problèmes d'eau là-bas à l'école. On n'avait pas, durant la journée, de l'eau potable dans les robinets. La plupart des enfants talibés sont contraints à la mendicité. Et en cette période de forte inquiétude, ils sont très sollicités par la population. On connaît aussi la société sénégalaise où on a beaucoup de croyances qui font qu'actuellement, les gens beaucoup pensent qu'en faisant des offrandes, on peut échapper à cette maladie-là. Et les talibés sont les premiers clients, c'est-à-dire ce sont aux talibés qu'on donne ces offrandes-là. Donc déjà, ils vivent dans la rue. Ils n'ont pas de protection. Et surtout, tous les jours, ils rencontrent des personnes différentes qui leur donnent ces offrandes-là. Donc ces talibés-là sont particulièrement exposés. Pour éviter les risques de contamination, certains chefs religieux ont appelé les maîtres coraniques à maintenir les enfants dans l'enceinte des daras ou à les rendre à leur famille. Dans le cadre de notre série Questions du jour sur le Covid-19, nous répondons aujourd'hui à la question « Que faire si vous avez le nouveau coronavirus et qu'on vous a demandé de rester chez vous ?» Salwa Jafari nous livre à titre de référence les recommandations des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies CDC. Je tiens à souligner toutefois que les recommandations pourraient être différentes dans vos pays respectifs. Suivons plutôt. La question du jour, que faire si vous êtes malade? Ceci est pour les personnes légèrement malades du Covid-19 et qui peuvent récupérer à domicile.
Voici quelques éléments de réponse du Centre pour le contrôle et la prévention des catastrophes américains. Ne sortez pas, sauf pour obtenir des soins médicaux. N'allez pas dans les espaces publics. Évitez les transports en commun. Restez en contact avec votre médecin. Assurez-vous de recevoir des soins si vous vous sentez pire ou si vous pensez qu'il s'agit d'une urgence. Séparez-vous des autres personnes de votre maison. C'est ce qu'on appelle l'isolement à domicile. Restez à l'écart des autres. Dans la mesure du possible, vous devez rester dans une chambre de malade. Portez un masque si vous êtes malade. Vous devez porter un masque facial lorsque vous êtes près d'une autre personne et avant d'entrer dans le bureau d'un professionnel de la santé. Couvrez vos toux et éternuements. Jetez les mouchoirs usagés dans une poubelle doublée d'un sac jetable. Se laver les mains. Se laver immédiatement les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes. Le savon et l'eau ne sont pas disponibles. Nettoyez-vous les mains avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool qui contient au moins 60% d'alcool, couvrant toutes les surfaces de vos mains. Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche avec les mains non lavées. Évitez de partager les articles ménagers personnels et nettoyez quotidiennement toutes les surfaces à contact élevé. Ici aux États-Unis, parlant du nouveau coronavirus, cette semaine sera très difficile, a averti le chef des services de santé. Le maire de New York a fait savoir que les hôpitaux n'ont encore de fourniture que pour terminer cette semaine. Pendant ce temps, le Sénat négocie toujours un plan de relance massif de quelques 2000 milliards de dollars. Les États-Unis comptaient déjà plus de 42 600 cas et au moins 573 morts dus au nouveau coronavirus. Pour Donald Trump, l'Amérique sera bientôt de nouveau ouverte aux affaires. Il ne faut pas que le remède soit pire que le mal, dit-il. Ailleurs dans le monde, le confinement se poursuit dans un tiers des pays européens, avec notamment des mesures encore plus restrictives en France. Au Royaume-Uni, les populations sont désormais interdites de quitter leur domicile. Par ailleurs, le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, appelle à des dépistages massifs. De son côté, Pékin annonce ce matin la levée des restrictions à Wuhan. Pas moins de 380 000 personnes sont actuellement contaminées à travers le monde. Et une autre triste dans ce journal, le saxophoniste camerounais Manu Dibango est décédé ce mardi à Paris, frappé par le coronavirus. Selon sa famille, il avait 86 ans. Né au Cameroun, il a acquis une renommée internationale avec Soul Makossa, sorti en 1972, une chanson reprise à travers le monde. Plusieurs de ses compositions seront même plagiées. Il porte plainte en 2009 contre le roi de la pop, Michael Jackson, et contre Rihanna. Coronavirus oblige, ses funérailles devraient se tenir dans la plus stricte intimité. Pas plus de 20 personnes, suivies d'un hommage si possible, a fait savoir sa famille. Lourde perte dans les rangs de l'armée nigériane. Au moins 70 soldats ont été tués dans l'attaque de leur convoi dans le nord-est du pays, dans une région en proie aux violences du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Selon une source militaire, ces soldats sont morts dans une embuscade tendue lundi dans la région de Kontouka, dans l'état de Borno. Le convoi militaire était parti de Maïdougouri, la capitale régionale, et se dirigeait vers des camps où sont basés des djihadistes, a expliqué un membre des milices civiles qui combattent aux côtés de l'armée nigériane.
Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous regardez Le Monde aujourd'hui de VOA Afrique, produit, je vous le rappelle, en dehors de nos studios. Direction la RDC pour commencer. La République démocratique du Congo commence à organiser sa riposte au coronavirus. Le président Tshisekedi a confié les rênes de la task force sanitaire au professeur Muyembe, directeur de l'INRB, l'Institut national de recherche biologique, et coordonnateur de la réponse au virus Ebola. Dans les rues de Kinshasa, les réactions sont contrastées. C'est un reportage d'Anastasie Tudièche. Le 18 mars, le président Tshisekedi a, dans une allocution, annoncé une série de mesures contre la propagation du Covid-19, notamment la fermeture des bars, restaurants, écoles et universités, la clientèle de Papa Samuel. Mais le taximan comprend les enjeux. Vous comprenez, notre métier est à risque. Parfois, un client va entrer et se couvrir le visage comme ça. Il a peur du virus. Il y a d'autres qui entrent et demandent « Papa Samuel, tu as du gel hydroalcoolique ?» Alors je leur réponds « Oui » et puis je leur en donne. Voilà le gel. C'est vrai que ça nous concerne tous, mais il ne faudrait pas que les uns payent le prix le plus fort que les autres. Pour le journaliste Eric Chikuma, le temps presse. Le président a mis en place une task force sanitaire. Son journal en ligne spécialisé dans l'économie de la RDC propose une task force économique. Il y a tout un tas de charges qui doivent couvrir dans cette période de chômage, non seulement vis-à-vis de l'État, mais aussi vis-à-vis de leurs partenaires, de leurs fournisseurs, ainsi de suite. Pourquoi ne pas permettre à ces opérateurs économiques de pouvoir peut-être faire ou recourir à la livraison à domicile? La livraison à domicile, c'est le métier de Cathy Beauty. Depuis plusieurs mois, sa société Ubora livre des sandwichs et des poulets braisés à travers la capitale congolaise. Le confinement, Cathy ne le voit pas d'un mauvais œil. En fait, c'est simplement une opportunité parce que nous savons que nous allons encore plus livrer au bureau, à la maison et tout. Pour nous, c'est vraiment une réelle opportunité. Déjà, vu qu'il y avait déjà les restaurants ouverts avant la communication, c'était un peu pas terrible. Mais avec les confinements, la communication du président, ça fait qu'on a plus d'appels. Boom économique pour les uns, passage à vide pour les autres. Difficile pour le moment de prédire les effets du coronavirus dans une ville de 12 millions d'habitants, dont l'écrasante majorité vit au jour le jour, en particulier en l'absence de mesures économiques autres que la prise en charge des malades. Anastasie Tudièche, VOA Afrique, Kinshasa. En Côte d'Ivoire, les prédicateurs prennent la route pour rencontrer les fidèles chez eux et en lieu et place des messes traditionnelles à l'église. Le gouvernement a en effet interdit le culte à l'église pour empêcher la propagation du Covid-19. Yacouba Ouidraogo. Abidjan. Dans le quartier Cocody, l'abbé Éric Abékan sillonne les rues de son domaine paroissial avec le Saint-Sacrement pour conjurer le nouveau coronavirus. Au passage, les fidèles chrétiens catholiques se prosternent et implorent la bonté divine face à la pandémie du Covid-19 qui a aussi touché la Côte d'Ivoire, leur pays. Autre lieu d'adoration, même pratique d'imploration, chez ces fidèles protestants, le pasteur Élie Koné se rend de cour en cour pour offrir le service de culte au domicile des croyants. Le message est le même. Puisse Dieu stopper la propagation de ce coronavirus. Ce matin, nous sommes en train de passer dans les maisons parce que nous avons donné ordre au peuple de rester chez eux dans les maisons pour pouvoir observer la prière. Merci pour tes enfants que nous sommes. Que la peur, surtout qu'il y ait une autre forme de guerre, soit vaincue. Recevoir le pasteur chez soi et prier à la maison, coronavirus oblige, certains fidèles y voient un retour à la source de la parole divine. Dans la parole même, Dieu dit autrefois, les prières se faisaient dans les maisons. Et donc, on va encore au temps unique, au temps où Jésus a commencé son église. C'est merveilleux, mais on n'est pas habitué. La Côte d'Ivoire compte pour le moment moins de 30 cas confirmés de Covid-19. Le gouvernement a exhorté les populations au confinement. Les leaders religieux appellent les fidèles à respecter les consignes des autorités et à s'habituer aux gestes simples mais préventifs, comme le lavage des mains. C'est vrai, nous avons la foi, mais la foi aussi a ses principes. Et la foi obéit aux principes que Dieu met devant nous. Si Dieu utilise nos autorités et qu'elle nous oriente, nous devons obéir à ce qu'elle dit pour déjà nous préserver de beaucoup de choses. Et la prière
pas suivre aussi. C'est ce qu'a recommandé le pape François qui a annoncé une prière partout dans le monde ce 25 mars pour lutter contre le nouveau coronavirus. La pandémie de coronavirus a de nombreuses répercussions économiques dans le monde. En Afrique, les marchés souffrent de l'absence de certains acheteurs chinois comme au Gabon, où les ventes de viande de pangolin, une espèce protégée, sont en baisse. Clé Morin-Gibourg. Le pangolin est un petit fourmilier à écailles qui vit en Afrique mais aussi en Asie où il est très prisé pour sa viande et ses écailles. Au Gabon, 3 des 4 espèces africaines de pangolins vivent dans des forêts et leur viande est très appréciée des consommateurs locaux. J'ai mangé ça de l'âge de 5 ans à 15 ans puisque j'étais au village. J'ai mangé le pangolin, mais c'est une bonne viande. Surtout au niveau de la queue, vraiment, c'est une très bonne viande. Ça n'a pas d'impact par rapport à la santé, au contraire. Mais le plus important, c'est de le manger frais. Bien que cette espèce soit protégée depuis 1996 et que sa vente soit interdite, sur les marchés de Libreville, les vendeuses de viande de brousse cachent les petits pangolins entre les gigots de sanglier et les carcasses de porc-épic. Si le pangolin est interdit à la vente, je vais m'abstenir par rapport à l'interdiction. Voilà. Mais on ne nous a pas encore interdit de consommer le pangolin, donc moi je le consomme sans problème. Sans modération même. Les ventes à la sauvette du pangolin ont baissé car l'animal est soupçonné d'avoir transmis le virus du Covid-19 à l'homme sur un autre marché de gibier à quelques 11 000 km de Libreville, à Wuhan, en Chine. On a mangé les pangolins depuis des années. N'amenez pas les maladies là ici, pardon. Amenez ça là-bas. Au Gabon, un seul cas du nouveau coronavirus a été détecté jusqu'ici. Et cela ne fait pas peur aux amateurs de viande de brousse. On avait parlé du singe, que le singe a amené l'Ebola. Et pourtant, on a mangé le singe. Jusqu'aujourd'hui, on mange toujours le singe. On n'a jamais vu ça. Les vendeurs à la sauvette de Libreville ont toutefois perdu leurs meilleurs clients ces dernières semaines. Beaucoup de ressortissants chinois ayant arrêté de venir s'approvisionner en viande et en écailles de pangolin. La pandémie du Covid-19 permettra peut-être indirectement de sauver cet animal menacé d'extinction par le braconnage. À l'ère du numérique, la pratique du yoga serait bénéfique pour les plus jeunes. En Afrique du Sud, des bénévoles se rendent dans des écoles, des townships, afin d'enseigner cette discipline à ceux qui sont dans le besoin. Les bienfaits du yoga sont nombreux, posture, concentration et calme. C'est un reportage près de Durban d'Asma Botmikla. Comme tous les mardis, ces écoliers s'activent pour transformer leur salle de classe en studio de yoga. Le yoga, ils ne savaient pas ce que c'était il y a encore quelques mois. Grâce au volontariat d'Anastasia, passionnée de la discipline indienne et soucieuse de partager ses bienfaits, ces enfants issus de familles dans le besoin ont aujourd'hui les outils pour faire face à certaines difficultés du quotidien. Pour les enfants en particulier, nous avons des techniques comme le travail de la respiration pour calmer le système nerveux central. Parce que quand on vit dans une communauté locale où l'environnement n'est pas plus calme, pouvoir se créer un monde intérieur paisible est un outil très puissant. Des études montrent que chez l'enfant, le yoga aide à améliorer la posture et favorise la confiance en soi. Pratiqué régulièrement, il peut aider à la concentration et à garder un bon niveau d'énergie. Des bienfaits déjà ressentis dans cette école. Ça les rend plus calmes, ça les aide à se concentrer. C'est juste très apaisant après une longue journée à l'école. J'aime le yoga, ça me fait du bien. Ce que je préfère dans le yoga, c'est la relaxation. Ça me détend et je suis en paix. Si elle est à la mode depuis quelques années, avec près de 300 millions de yogis dans le monde, la pratique du yoga chez l'enfant est un concept récent et souvent inaccessible pour les communautés pauvres. Grâce au yoga solidaire, Anastasia peut aujourd'hui faire du volontariat dans ce township,
un concept d'entraide qui se développe de plus en plus en Afrique du Sud. Asma Botmi-Clark pour VOA Afrique, Durban. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Demain est un autre jour. Bonsoir. Good.